Bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode de Thermodrift. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence, de la linéarité, des gaussiennes. On va parler du QI et de l'escroquerie qu'il y a derrière cette métrique. Et on fait ça en réaction à une vidéo qu'on a vue. C'est ça, oui, une vidéo de David Bessis et Nassim Taleb qui parle de notre rapport à la linéarité et la façon dont on le perçoit dans les sciences sociales. On sait notamment que pour Nassim Taleb, c'est un de ses grands chevaux de bataille depuis 2019 de débunker et de critiquer la façon dont on perçoit le QI et la façon dont un certain nombre de psychologues manipulent des statistiques pour parler de ces sujets-là. Et donc, on voulait revenir là-dessus et en faire un premier épisode, une première brique pour pouvoir élaborer dessus ensuite dans d'autres épisodes. Ouais. Donc, pour cet épisode, on va vous présenter un sommaire pour mieux vous structurer mentalement comment on va évoluer, sachant qu'on imagine que la majorité d'entre vous vont écouter ça sous forme de podcast et ça sera peut-être plus clair d'approcher le problème de cette manière. Donc, en premier, on va vous présenter qu'est-ce que les modèles linéaires, qu'est-ce que les modèles gaussiens et quelles hypothèses ça implique d'utiliser ces modèles mathématiques. On les utilise, vous vous en rendez pas compte, même ceux qui ne sont pas matheux, tout le monde les utilise, parce que c'est ce qu'on appelle une heuristique. C'est la définition de Kahneman, c'est des règles courtes qu'on utilise dans des situations connues pour avancer vite sans avoir à reposer tout le problème et avancer plus vite, quoi. C'est un raccourci mental qui coûte peu cher. Puis donc, une fois qu'on a fait ça dans la première partie, on va parler du QI dans la deuxième partie. Comment est défini, brièvement, comment est défini le QI, qu'est-ce que ça implique, cette définition. Et nous, on va montrer qu'il y a quelques problèmes. Et en troisième, on passe sur les seuils d'intelligence qui ne sont pas abordés. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. C'est ça, ouais, non, sur les seuils d'intelligence, c'est ce qu'on peut en faire. On verra donc un peu les limites de ce modèle et tout ce qu'on va pouvoir élaborer autour de ça. Ouais, les phases, il va y avoir une espèce de changement de phase. Comme toujours, on sortira avec un modèle qui pourra vous être utile. Allez, c'est parti. Donc, Une première partie, oui, sur ce qu'on appelle la linéarité. Alors, en réalité, on parle plutôt de fonctions affines mathématiquement, mais la linéarité, c'est une notion qui est beaucoup plus compréhensible. En fait, c'est simplement le fait que les phénomènes évoluent de façon proportionnelle au cours du temps ou au cours d'une certaine mesure. Par exemple, si mon éclair au chocolat il coûte 4 € et que j'en prends 3, ça me coûte 12 €. Si je conduis 2 fois plus rapidement, je vais arriver 2 fois plus vite à ma destination, 2 fois plus tôt à ma destination. Mais il y a aussi un certain nombre d'exemples dans la vie de tous les jours qui ne sont pas linéaires, qui n'ont pas cette relation de proportionnalité et où pourtant on peut avoir naïvement le sentiment que ça l'est. Si je travaille 2 fois plus, je ne vais pas forcément avoir une note 2 fois meilleure. Si je gagne 2 fois plus d'argent, je ne vais pas être 2 fois plus heureux, mais pourtant c'est des biais mentaux qu'on peut avoir et qui ont parfois et qui peuvent être pertinents parfois sur une partie du modèle quand on commence à travailler, mais qui, quand on approfondit des connaissances, quand on approfondit certains sujets ou qu'on met 4 fois plus d'efforts, on n'aura pas 4 fois plus de résultats. En fait, ça dépend de la zone du système sur lequel on travaille. oui, il y a des systèmes qui sont linéaires, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Un système linéaire, voilà, si je représente le truc mathématique, ça se représente avec un outcome, un résultat, qui dépend d'un facteur de proportionnalité fois la variable qu'on étudie, plus d'un offset quand la variable est à 0. Typiquement, tu parlais de... Ouais, ça peut être, si je vais 2 fois plus vite, je vais 2 fois plus loin. Enfin, C'est ça. Il y a plein de domaines dans lesquels ça s'applique. C'est très simple. Et l'avantage, c'est qu'en fait, c'est très peu coûteux cognitivement. Donc là, on se base sur les travaux de Freestone, qui expliquent que le cerveau a pour but de minimiser l'énergie qu'il consomme. Et pour ça, il va éviter de modéliser de manière complexe, en faisant des schémas complexes avec beaucoup de courbes. Oui, c'est ça. Pour passer rapidement dessus, donc on sait que le cerveau qui ne pèse que 2% de la masse du corps consomme 20% de son énergie. Et donc, si on simplifie ce qu'est l'énergie consommée par le corps, c'est essentiellement du glucose et de l'oxygène. C'est ce qu'on peut simplifier par l'énergie métabolique du corps. Et cette énergie, elle va nous conduire à certains biais. Là, c'est vraiment ce qu'on mesure. Enfin, de toute façon, quand on fait les électroencéphalogrammes, c'est vraiment ce qu'on mesure, parce qu'on on mesure l'activité électrique du cerveau. On mesure surtout les afflux sanguins et tout. Voilà. Mais donc dans la vie, il peut exister plein de phénomènes. Je donne juste un exemple de comment on linéarise.
Si par exemple, on prend la richesse, on prend la quantité d'argent qu'on a au cours du temps, c'est vraiment l'exemple de base qu'on retrouve en finance. On sait que c'est exponentiel, sauf que la plupart du temps, on regarde une partie du problème et on se dit, oh ben là, localement, c'est linéaire. Et donc, parce que notre cerveau a beaucoup de mal à imaginer ce genre de forme qui a une convexité, donc c'est-à-dire qu'il y a cette courbure, ouais. une accélération progressive. Ben, en fait, il simplifie, il dit, allez, on fait une droite et au moins, c'est plus facile. Dans la vie de tous les jours, c'est pas très grave. Le problème, c'est quand on fait des stats et quand on veut faire un modèle, ça peut avoir des grosses implications. C'est ça, et d'autant plus que ce qu'on va le voir, la subtilité, je pense, qui est ramenée par Taleb quand on parle du QI et sur laquelle on va qu'on va travailler, c'est qu'en fait, on peut avoir des systèmes qui sont localement linéaires, c'est-à-dire que l'approximation linéaire est pertinente sur une partie du système pour certaines données. Je pense qu'il faudrait qu'on donne un exemple, mais l'exemple du QI va l'illustrer très bien. Ouais. Ensuite, quand on sort de système, soit dans les extrêmes bas ou les extrêmes hauts, la linéarité ne s'applique plus, mais vu qu'on a tiré la conclusion que le modèle était linéaire localement, on veut globaliser la linéarité. Ce sera certainement le nom de l'épisode d'ailleurs. Et voilà, c'est cette notion qu'on veut attaquer et challenger. Oui, et puis, petit détail mathématique, mais le fait de linéariser des fonctions, c'est pas absurde en soi. Si on le fait bien, c'est ce qui a donné d'ailleurs les séries de Taylor, qui sont un outil très utilisé et pourtant, c'est très linéaire et pourtant c'est très utilisé dans plein de domaines. C'est juste qu'il faut le manipuler bien. On parle de la gaussienne ? Ouais, justement, tu avais utilisé un exemple très pertinent quand on préparait cet épisode sur la raison pour laquelle on cherchait à optimiser pas forcément pour la vérité directement, mais pour limiter les accidents. Et d'un point de vue psychologie évolutionniste, ça me paraissait pertinent que tu le rappelles. Ouais. La raison pour laquelle on veut minimiser, en fait, la raison pour laquelle on veut des heuristiques linéaires, des raccourcis mentaux linéaires, c'est parce que on doit prendre, évolutivement, on était sous pression et on devait prendre des décisions rapidement. On est dans la savane, on entend un bruit, c'est un tigre, on n'a pas le temps de se demander si c'est quelle espèce de tigre c'est. C'est un tigre, je cours. Même plus simple, il y a un bruit, je cours. On a l'habitude de prendre des décisions rapides, on a l'habitude d'économiser l'énergie, c'est-à-dire on ne veut pas faire des calculs énormes parce que le cerveau coûte très cher pour fonctionner. On a dit 20% de l'énergie consommée, 2% de la masse. Au final, l'évolution a dit, ok, le cerveau va prendre les informations, essayer d'extraire une loi, réduire cette loi à quelque chose de très simplement modélisable, et ça ira bien. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, le cerveau, il cherche à modéliser le modèle le moins cher énergétiquement, qui lui permet de survivre et donc de ne pas mourir. Et c'est autour de cette décision qu'il optimise. Ouais. On passe à la gaussienne ? Si on passe à la gaussienne, effectivement, oui. Ok. Qu'est-ce qu'une gaussienne ? Alors, une gaussienne, si je redessine, ça ressemble à ça. C'est une courbe en cloche. Donc, c'est une courbe en cloche qu'on connaît assez bien, parce qu'elle définit aussi ce qu'on appelle une distribution normale. Pourquoi normale ? Parce que c'est une distribution qui est très courante. Et il y a des théorèmes de statistiques qui expliquent que beaucoup de lois, la taille, c'est vraiment l'exemple le plus parlant. Je voulais parler un peu du CLI, du TCL. Il y a le théorème central limite qui explique que si on prend plein de lois statistiques qui représentent le monde différentes et qu'on les somme, en fait leur accumulation tendrait vers une loi normale. Je le simplifie, c'est un cas particulier du TCL, mais c'est bien de l'avoir en tête. Et donc une gaussienne, c'est agréable parce que c'est symétrique, c'est défini par une moyenne et c'est défini par une déviation standard. Et juste avec ça, vous pouvez, juste avec ces deux paramètres, vous pouvez décrire plein de choses. Tu veux parler de la taille ? On peut parler de la taille, oui, notamment. Alors, pour la taille, ce qui est intéressant, c'est que pour les hommes et les femmes, on a même d'ailleurs deux gaussiennes qui sont centrées sur deux centres différents. On sait que pour les hommes, c'est autour d'1,75 m en Occident et les femmes 1,65 m. Et on a ces deux gaussiennes, donc pour les hommes à 1,75 m, qui vont distribuer du coup les tailles des individus. Et ça va représenter cette courbe. C'est une courbe qu'on aime bien et, parce que justement, comme Lucas l'a dit, elle est contrôlable, elle est équilibrée. Et pour le QI, on l'apprécie parce que ça donne aussi une notion d'égalité. Je pense qu'il y a ce biais aussi
du fait qu'on aime bien se dire que voilà, il y a un équilibre dans cette courbe et on est tous plus ou moins intelligents autour d'une certaine moyenne. On est OK avec le fait qu'il y ait une hiérarchie, mais cette hiérarchie, elle respecte une certaine symétrie entre les gens qui sont moins intelligents et les gens qui sont plus intelligents. Et une volonté politique d'équilibrer la distribution. C'est ça, ouais. Ou sans même aller sur cet aspect politique, il y a juste quelque chose de rassurant dans le fait de se dire qu'on est tous équilibrés autour de cette moyenne et que donc voilà, il n'y aura jamais de. Juste pour ton exemple par rapport aux tailles, là, ce qu'on a tracé, c'est H, c'est la hauteur d'une personne. 175, c'est la moyenne en centimètres. Et donc, on voit qu'il y a des gens un peu plus petits, il y a des gens un peu plus grands, mais on n'a personne qui mesure 4 mètres, comme on n'a personne qui mesure 10 centimètres. La distribution normale veut que en fait, déjà, on a 63%, si je ne dis pas de bêtises, des gens qui sont situés dans cet intervalle. Et si on va à 3 sigma, donc 3 fois cette distance, on a 80, je crois que c'est 99, je ne sais plus si c'est 95 ou 99. Non, c'est 99, quelque chose. Ouais, il y a un truc entre 2 sigma et 3 sigma, mais voilà. Et n, c'est le nombre de personnes, donc ça, c'est un histogramme dans la représentation. Ouais. Ok. Bon, bah, on est bon par rapport au modèle de base. Je ne sais pas si on doit présenter d'autres choses. Je pense qu'on peut aller directement sur le QI maintenant. C'est ça. Partie 2, c'est parti. Donc, oui, voilà, ce que j'ai mentionné par rapport au QI et le fait que même si on a envie que ça soit rassurant et que ce soit équilibré, en réalité, il y a une asymétrie fondamentale que tu peux développer si tu veux. D'abord, on présente le modèle historique et on montre les défauts. Ok, alors le modèle historique de Schmidt et Hunter, il suppose quelque chose, c'est l'intelligence est distribuée équitablement autour d'une métrique, autour d'une valeur qu'on a définie comme 100. Donc si on retrace le nombre d'individus et là le QI, Schmidt et Hunter, ils ont dit bon, ça a l'air d'être symétrique la distribution, donc on va dire que la majorité des individus sont à 100 de QI et qu'on va avoir un écart. Voilà, on va avoir des gens ici qui montent jusqu'à 120 et d'autres ici qui sont à 80. Bon, c'est un modèle intéressant, sauf qu'il est basé, en fait, ici on est sur l'espace des réels positifs et on voit qu'il va y avoir un problème, c'est que le QI ne peut descendre par exemple que jusqu'à 0, parce qu'à 0, fondamentalement il n'y a pas d'intelligence, la personne est morte. Mais il peut monter jusqu'à, 250, il y a des mecs sur Twitter à 270. Oui, et puis même conceptuellement, ça sera l'objet d'un autre épisode totalement, mais on peut imaginer une intelligence qui tend vers l'infini. Donc techniquement, il n'y a pas de limite à ce que peut être l'intelligence, mais là, ça nécessitera de définir ce qu'on entend par intelligence. Pour cet épisode, on entend l'intelligence dans le sens QI, mais dans le sens où on l'entend dans le sens commun. Ouais. Et je pense que c'est important, alors tu l'as dit, mais vraiment, c'est une des choses les plus intéressantes à noter dans ce modèle, c'est qu'en fait, il a été construit pour obéir à ces règles d'être en moyenne à 100 et avec des limites qui sont définies à 120 et 80. Alors Pardon, vas-y. Non, de mémoire, en fait, il y a des pourcentages à associer, c'est-à-dire que si tu es au-dessus de 130, tu es dans le top 2%. À peu près, et tout ça est construit autour de ces métriques. Et donc, les questions du questionnaire sont aussi construites pour permettre de limiter les gens et mettre les gens dans ces pourcentages. Sauf qu'en fait, du coup, la supposition qu'on a fait sur la courbe gaussienne, elle est relativement arbitraire. On peut parler du lead Procust à ce moment-là. C'est ça, à ce moment-là, ouais. Le lead Procust, tu veux raconter l'histoire ou... Non, vas-y. Ok. Le lead Procust, c'est dans la mythologie grecque. Il y avait un homme qui accueille les voyageurs et il les invitait à dormir chez lui. Et ce monsieur, il avait un lit de taille fixe et ça l'insupportait de voir des gens qui avaient une taille qui ne respectait pas la taille de son lit. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Si l'aventurier qui passait par là était trop grand, il lui coupait les jambes, au moins il rentre très bien dans le lit. Si la personne passant par là est trop petite, il l'étirait, comme ça, il prend bien toute la place du lit. Et Procust était très content parce que son lit était à la taille de tout le monde. Comme le QI finalement permet de mesurer l'intelligence de tout le monde.
C'est ça. C'est- Et donc le concept du lead procust, du lead de procrustes en anglais, on y reviendra beaucoup, je pense, à terme. Et c'est cette idée de comment est-ce qu'on plaque, on essaie de forcer le réel à rentrer dans nos modèles de pensée et dans nos concepts, Ben là, qui est extrêmement pertinent. là, typiquement, la réalité, c'est des milliers de paramètres. Le QI, c'est une métrique, un chiffre pour mesurer tout ça. Donc, Mhm. ils ont pris la réalité, ils ont coupé les bras, les jambes, tout ce qui dépasse, ils l'ont mis, ils l'ont mis sur un tableau, ils ont dit, bah, vous voyez, la réalité, c'est facile. Oui, oui. Donc, bon, après, on va pas cracher sur les psychomètres. Ils ont voulu faire quelque chose, enfin, ça a permis de faire avancer les choses, mais bon, ça serait bien de remettre à jour ce modèle. Je Mais- pense, Oui, c'est ça. Donc, un point avant l'hétérocédaticité. non, mon point était autour de ça. Cette transition, Ok. il est qu'en fait, à quoi ça nous sert en fait de mesurer le QI? Qu'est-ce qu'on veut mesurer avec l'intelligence en fonction de comment on le définit et comment on le construit? C'est d'avoir des métriques, des informations pertinentes sur la façon dont les individus se comportent ou la façon dont on comprend le réel et ses interactions entre les individus. Et pour ça, une des métriques qu'on peut prendre, c'est par exemple le succès. Donc, comment est-ce qu'on peut quantifier le succès dans notre référentiel libéral issu Bah, le référentiel matérialiste. c'est ça, matérialiste. Il y a une chose qu'on peut quantifier de façon assez certaine et assez simple, c'est Ouais, l'argent. Le capital. C'est ça. Et je pensais montrer rapidement une log gaussienne pour l'histogramme du QI. Ok, Rapide. vas-y. Ouais. En Avant. fait, l'idée, c'est que si il n'y a personne qui a 0, puisque bah, si une personne est à 0, elle est morte, donc elle n'est pas. Il y a beaucoup de gens ensuite qui sont avec un QI normal. Et le souci, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont dans cette partie-là, qui va être une queue lourde. Alors, je fais peut-être une erreur, parce qu'il y a l'idée de queue lourde, il y a l'idée de fat tail, heavy tail, queue Ouais, grasse, ça queue dépend lourde. des- C'est pas la même chose ouais. statistiquement. Mais en gros, c'est cette Tu idée que tu dis il y a plein de gens. En fait, ces gens, ils existent, mais en fait, oui, c'est une infime partie de la population, mais qui peut avoir des niveaux de QI qui sont significativement au-dessus de la normale, de la moyenne. bah, comme les millionnaires, enfin les millionnaires, les milliardaires, il y a une petite partie de la population qui est millionnaire, mais il y a une encore plus petite partie de la population qui est milliardaire, et ils ne sont pas comparables en termes je vais dire pouvoir d'achat, mais en termes de pouvoir tout court, on ne peut pas mettre Bill Gates à côté d'un millionnaire français, et pourtant les deux font partie d'un top 1%. Des hyper riches, oui. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que pour le QI, ça va être un peu pareil. On va avoir des cracks à 270 qui sont incomparables à des cracks à 200 de QI. Ouais. Pourtant, bon, on va pas les plaindre en termes d'intelligence. Et c'est ça. Et en fait, il y a l'individu moyen ne conceptualise pas la différence entre quelqu'un qui est multimillionnaire et quelqu'un qui est multimilliardaire. Oui, peut-être qu'il la conçoit, mais en fait, c'est tellement loin de son mode de vie à lui qu'il y a peu de granularité d'entendement dans ce que ça représente vraiment. Ouais, tu le perçois de loin. Donc, maintenant, on peut effectivement tracer ce que tu disais par rapport donc au capital. Je vais noter C, la quantité d'argent, la quantité de biens, de patrimoine, le capital en général, en fonction du QI. Et donc, il va y avoir un truc intéressant qu'on va noter dans diverses expériences, dans divers papiers. C'est que dans un premier temps, donc là, on va se placer immédiatement à 80 de QI. Alors, pourquoi 80? Il n'y a pas vraiment de raison particulière, c'est uniquement pour faciliter la discussion. On a pris 80 et 120. C'est pas exact, mais c'est proche, c'est un ordre de grandeur. Oui, c'est assez proche de ce qu'on remarque en fait Ouais. statistiquement. Oui. Et donc, on voit que le capital augmente. Donc là, chaque point placé, c'est une personne mesurée qui a un capital de, je sais pas moi, tant de dollars quand il a un QI de tant. Par exemple, QI de 82, il a... D'ailleurs, c'est logarithmique, je pense, cet axe. sur cet axe, tu veux faire un log? Oui, mais on n'est pas obligé de détailler. Ouais. Bah, donc, pour l'instant, on voit que ça monte. Il y a plein de points comme ça. C'est assez distribué. Et je propose qu'on s'arrête ici, aux alentours de 120. Tac.
Donc, dans cette zone, on peut se dire, allez, c'est intéressant de faire une régression linéaire. Régression linéaire, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qu'on utilise en analyse de données pour trouver la tendance lorsqu'on a des points, un scatter plot, des points répartis comme ça. Donc on cherche une loi simple, linéaire, affine, qui représente le fonctionnement de la loi, enfin ici. Attends. Donc ici, c'est représenté comme ça. Et ce que disent les pères fondateurs du QI, c'est que c'est vrai sur l'intervalle 80-120, bah c'est vrai partout. C'est vrai au-delà de 120, c'est vrai en deçà de 80. En fait, la régression fonctionne sur cette partie, elle fonctionne localement, donc elle fonctionne globalement, ce qui est une aberration mathématique. Et donc, quand on va au-delà de 120, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des gens qui vont avoir un capital monstrueux, mais en fait, on va aussi avoir des gars, je vais prendre un exemple purement illustratif, mais le caissier aigri, le gars qui a 150 de QI, c'est un crack en, je sais pas, c'est un crack en histoire, c'est un crack dans son domaine, mais il est inadapté à la société, il n'arrive pas à trouver un boulot, il n'arrive pas à y rester, et juste en termes de capital. Oui, il s'en sort pas, et donc oui, un certain nombre de gens qui sont dysfonctionnels, et ça dépend des parties de leur vie, et je pense aussi Bobby Fischer, typiquement, c'est un exemple excellent de ce génie des échecs qui était complètement inadapté à la société et qui a fini SDF et méprisé complètement en dehors du système. Ouais. Tesla qui est mort, il est mort sous les escaliers où il avait une chambre à la Harry Potter, alors que pourtant le gars a littéralement révolutionné le monde. Mais ouais, des exemples comme ça, il y en a plein. Et même, et d'autre part, enfin, Elon Musk, voilà, Asperger qui, bon bah, on présente plus son patrimoine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, si je fais un canal qui contient, tu sais, c'est comment ça s'appelle, les Q1, Q2, Q3, les quartiles. Si je canalise les quartiles, là, on a, on a la majorité contenue ici. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'en gros, chaque point représente un individu, au cas où c'est pas clair, parce qu'en fait, on l'a pas expliqué clairement. Chaque point associe un individu qui a du coup son QI écrit en abscisse et sa quantité d'argent de capital écrit en ordonnée. Et donc, ce qu'on va observer, c'est que la majorité des gens qui ont entre 80 et 120 QI vont être dans cette zone de capital. Et, voilà, et plus on augmente en QI, plus linéairement, leur capital va augmenter. Ouais. Alors que quand on arrive dans cette zone, on ne va pas tracer de droite pour suivre la tendance, on ne va pas faire une régression linéaire. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le maximum d'argent, le maximum de capital qu'on peut avoir, il est contenu dans un cône qui est beaucoup plus important. Si là, on avait un canal cohérent, là, d'un seul coup, on a un cône qui s'élargit. Et ça, en statistique, quand on a une variation de la volatilité, ce qu'on appelle l'hétérocédaticité. Ça veut dire donc, quelque chose, hétéro différent, cédaticité, c'est la mesure des variations, de la variance de l'écart type. Donc là, écart type fixe, homocédatique. Là, écart type qui part dans tous les sens, qui s'étale, c'est hétérocédatique. Et donc, pourquoi on parle de ça? Parce que ça nous permet d'illustrer à quel point ça ne marche pas de globaliser cette hypothèse locale comme quoi sur 80-120 c'est linéaire, au-delà de 120, allez, on continue la courbe, en fait on se rend compte que ça n'explique plus rien. Donc, parce que l'intelligence c'est un phénomène qui est complexe, qui est multidimensionnel, qui est hétérogène dans sa description, et en fait le modèle ne s'applique plus, et parce que voilà, en fait on voit que quand alors la mesure du QI est biaisée, et aussi ce que ça implique d'avoir un haut QI et ce qu'on recherche quand on a un haut QI, c'est plus exactement la même chose. Et le capital aussi, il y a aussi des gens qui vont juste pas avoir de bon capital parce qu'ils se rendent compte que c'est plus ce qui les intéresse le plus, quoi. Ouais. Bon, je suis embêté. Il a planté. Pas grave. Maintenant, partie 3. Comment régler le problème de l'interprétation du QI? Eh ben, on va proposer une approche un peu différente.
C'est-à-dire que là, on était dans une logique de linéarisation. On cherchait à couper les jambes et les bras de la Facile, réalité. ouais. Oh, tu peux garder, je pense. Ok. On peut peut-être encore en faire un truc. Ouais, après, ok. Et donc, on cherchait à trouver la loi, alors que nous, le nouveau mouvement psychologique qui émerge, là, typiquement ce que défend Taleb, c'est, les gars, peut-être votre métrique, elle ne marche pas, peut-être qu'il faudrait trouver un autre outil, peut-être qu'on pourrait le décrire par morceaux d'une part, et d'autre part, par des effets de seuil. Et oui, effectivement, tu avais raison, on va effacer. On fait le constante, linéaire, constante. Ouais. Ok. Donc, l'idée, c'est que l'intelligence, on pourrait peut-être la décrire par des effets de seuil, c'est-à-dire considérer qu'à un certain QI, on devient capable de faire la tâche. Entre ce QI et un QI max, on améliore notre capacité à faire la tâche, de manière, on reprend une approximation linéaire. On ne sait pas si c'est vrai, mais pour l'instant, ça sera suffisant. Et au-delà de ce QI maximum, quand on a un QI de 160 ou un QI de 200, je pense qu'on sait tout aussi bien faire une tâche basique. C'est ça, mais on a accès à des degrés de complexité. Ça sera un épisode à part entière et je pense que ça vaut le coup de faire juste un léger disclaimer sur le fait qu'on est conscient que le sujet du QI, il est éminemment politique. Oui. Et il y a un certain nombre qu'on doit définir de façon formelle et structurée pour faire des affirmations pertinentes. Mais dans ce modèle, on accepte de faire des vulgarisations parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est les leçons qu'on veut en tirer et les applications dans d'autres sujets autres que le QI qu'on veut voir émerger par rapport à l'apprentissage de façon générale, par rapport à l'augmentation des compétences dans un niveau et des degrés de liberté auxquels on a accès, la capacité de créativité auquel on accède lorsqu'on développe certaines compétences techniques dans certains domaines. Et c'est plus ça qui nous intéresse que véritablement ce qu'est le QI en soi pour cet épisode. Attends, j'ai mal fait ma... Tout en traitant également du coup ce sujet du fait qu'on ne peut pas linéariser, on ne peut pas globaliser des phénomènes linéaires qui sont valables à une échelle locale et explorer les raisons pour lesquelles en fait, les lois ne s'appliquent plus lorsqu'on sort de la moyenne. Ouais, c'est vraiment l'effet de seuil. Alors là, on va vous présenter une représentation simple de deux seuils qu'il y a dans l'intelligence. Si on regarde, je vais noter ça, cap, alors pas pour capital cette fois-ci, mais capacité. Si en fait, on regarde la capacité d'un individu à faire une tâche en fonction du QI, il faut imaginer qu'en dessous d'un certain QI, la personne est juste pas capable de faire une tâche. Par exemple, une représentation en 3D d'un espace topologique. Bon, là, ça a l'air barbare comme ça. Beaucoup de gens vont se dire non, mais en fait, on n'est pas capable. Non, pour beaucoup de gens, on peut enseigner ça et ils peuvent le comprendre. C'est une question de formation. Ça va prendre du temps, c'est complexe. Mais à la fin, tu peux le représenter. J'ai fait exprès de prendre un exemple vraiment complexe pour imaginer la chose. Donc, en dessous d'un certain QI, alors on a mis 80, c'est pas du tout pour le 80 de QI, c'est juste, encore une fois, un ordre de grandeur. Il est très difficile, voire impossible de se représenter ça. Le cerveau n'est pas capable de représenter cet effort. Par contre, quand on passe un certain seuil, on voit qu'on est capable de le faire et qu'on est de plus en plus capable de le faire à mesure que le QI augmente dans la population. Donc quelqu'un qui a un QI de 100 a une capacité moyenne à faire cette représentation. Quelqu'un qui a un QI de 120 a la capacité maximale. Pourquoi maximale ? Parce que passer un certain seuil, en fait, on exécute la consigne, je ne vais pas dire du mieux possible, mais 80% de la consigne est exécutée très bien, et ça ne sert à rien d'être plus intelligent pour la réaliser. En fait, on va avoir 3 étapes. Dans cette partie-là, c'est c'est vraiment l'incapacité de faire la tâche. Dans cette partie-là, c'est l'exécution linéaire obéissante à la tâche. J'ai une consigne, j'obéis à la tâche. L'exemple de l'expert comptable, il explique très bien. Ouais. La comptabilité, c'est une tâche qui est alors pas non plus triviale, qui a une certaine complexité. Donc il y a des gens pour qui ça va être extrêmement complexe si tu n'as pas la mémoire de travail pour manipuler certains objets mentaux, des chiffres, des tableaux Excel. En fait, tu ne pourras pas accéder à la capacité à
Oui, si t'es pas rigoureux, tu peux pas compter proprement. Voilà, c'est ça. Et affiner tes tableaux, etc. Maintenant, quand tu es dans la zone entre 80 et 120, c'est la zone dans laquelle en fait, tu vas pouvoir t'améliorer, progresser, ou en tout cas, la personne qui. En fait, tu vas réussir à faire la tâche, quoi qu'il en soit, mais peut-être que celui qui a 90 de QI, il va la faire moins rapidement, un peu de façon moins performante que celui qui en a 110, mais il y aura quand même cette notion Ça reste des comptables. ouais, voilà. Et ça sera dans le même ordre de grandeur de qualité, et les deux seront comptables, c'est juste qu'il y en a un qui sera meilleur que l'autre, parce qu'ils n'auront pas la même quotient de capacité. Et au-delà de 120, en fait, entre un expert comptable qui a 120 de QI et un expert qui a 140 de QI, vu que la complexité et la capacité à faire la tâche correctement, elle est bornée, en fait, on ne verra aucune différence entre leur capacité d'exécuter la tâche. À partir du moment où ils ont 20 sur 20 dans ce qu'on leur demande de faire, ils ont 20 sur 20, ils ont atteint le maximum. Au-delà de 120, il va y avoir un effet de seuil où on n'est plus à se demander s'il est capable de faire ce qu'on lui demande, mais est-ce qu'il ne va pas questionner le problème et trouver une autre, dépasser le problème. Par exemple, un comptable, tu vois, on lui demande de tenir les comptes et tout. C'est là où, avec son expérience et avec une compréhension fine du problème, il va retourner la question et il va organiser d'une autre manière le tableau Excel. Il n'est plus à le faire plus ou moins vite, il est à se questionner sur comment changer la nature du problème, comment comprendre ce qui sous-tend le problème et le faire évoluer. Et là, c'est pas mesurable, puisque c'est de la créativité. Je ne vais pas non plus dire que c'est de l'art, parce que pour de la comptabilité, c'est difficile à voir. Mais il y a cette capacité à trouver des solutions innovantes et à transformer le système pour en faire quelque chose de plus pertinent. Ouais. Et donc, je pense qu'on peut terminer avec le PID solide et le... C'est ça, oui. Alors, pour représenter ça, ce qu'on s'est dit, c'est dans cette partie, c'est un peu comme si on avait un PID, le proportionnel intégral dérivé qu'on utilise en ingénierie. C'est-à-dire, j'ai une tâche et je cherche à minimiser l'écart entre ce qu'on me demande et la réalité. La réalité. Pour cette zone, ouais, tu l'as bien dit pour cette zone. Ouais, pour cette zone. Ouais. On me demande, donc entre 80 et 120, on me demande de réaliser cette tâche. J'essaie de la faire du mieux possible et j'essaie de rapprocher le curseur, la réalité le plus possible du curseur. Au-delà de 120, entre 80 et 120, on est sur. C'est comme si on était à l'état, c'est comme si on avait de l'eau solide, c'est comme si on avait un glaçon. Ça a des propriétés particulières. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'au-delà de 120, le glaçon fond et en fait on a de l'eau. Et l'eau liquide n'a pas du tout les mêmes propriétés que le glaçon. Je veux dire, la mer, les vagues, les turbulences, tout ça, ça émerge en mécanique des fluides. C'est vraiment de l'émergence qui n'était même pas définie pour un système solide. Ouais. Donc, il y a un seuil à partir d'un niveau de QI qui montre qu'à partir de ce moment-là, en fait, c'est même plus pertinent de mesurer ça, parce que c'est un autre système. Vous ne pouvez pas appliquer les mêmes lois. Voilà. Je pense qu'on est bon je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on est bon, oui. En fait, le sujet qui revient beaucoup dans cet épisode, c'est ce qu'est l'intelligence, ce qu'est la connaissance. Donc, je pense qu'on peut conclure sur le fait que c'est des choses qu'on va explorer davantage dans les épisodes à venir. On continuera d'explorer et je pense qu'on fera une réaction parce que le tweet qu'on a vu de Taleb et B6, il parlait du fait d'explorer davantage comment est-ce qu'on parle de linéarité en sciences sociales. Ouais. L'article Substack, je pense qu'on va revenir vraiment plus finement sur ces notions-là. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire de façon générale pour… Résumer les derniers mots? Allez. Alors, résumé. La linéarité, c'est un modèle intéressant d'après Freestone pour notre cerveau parce que ça permet d'avoir des raccourcis mentaux. Oui, ça a planté, mais on est sans notes. La gaussienne, c'est beau parce que c'est symétrique, ça permet de représenter plein de choses, mais dans certains cas, comme on l'a vu avec le QI, ça ne s'applique pas. Le QI, c'est linéaire, peut-être sur une partie par construction, mais c'est dangereux de considérer que c'est linéaire lorsqu'on dépasse un certain montant. On n'est pas allé dans les QI plus bas que 80, parce qu'on ne s'est pas spécialisé là-dessus. Ouais, c'était pas ce sur quoi on voulait se concentrer. Mais ça peut peut-être s'appliquer. Voilà. Et enfin, si on étudie par morceaux l'intelligence, on comprend qu'il y a des seuils à partir desquels on a des comportements qui émergent. C'est un système complexe, on pouvait s'y attendre. Et donc, je vous invite à ne plus voir l'intelligence comme plus il a au QI et plus il est intelligent, mais plutôt, passé un certain QI, il développe une nouvelle forme d'intelligence. C'est ça. Et donc, ce sujet de l'intelligence, je le dis encore une fois, on y reviendra, mais on est parti sur une définition commune
de ce que c'était, parce qu'en fait, c'est pas le cœur vraiment du sujet. Le cœur, c'était plus comprendre la linéarité et la façon dont ce qu'on peut faire avec une certaine compétence et l'évolution d'une compétence dans un domaine nous permet d'accéder à différents degrés de liberté et au-delà que simplement le QI en soi. Ouais. On est bon? On est bon, voilà. Ce sera le deuxième épisode posté de 2026. Gros bisous encore. Et Merci. salut. Ciao. Au revoir.